En direct du CIMI 2021, retour de conférence avec Éric Cosra, président de Périal, et Maude Cobet, gérante chez Maude Cobet Architectes. Maude Cobet, Éric Cosra, bonjour, merci d'être avec nous. Vous sortez d'une conférence intitulée « Au lendemain de la crise sanitaire, quelle est la feuille de route du Grand Paris ?» Première question, comment justement la crise sanitaire a-t-elle, selon vous, affecté la perception du Grand Paris? Alors, la crise sanitaire, elle a eu évidemment des impacts qu'on a tous vécus au quotidien, qu'on soit salariés ou habitants du Grand Paris, et donc on a vécu ces moments forts dans une ville qui est quand même extrêmement dense et dans lequel il a fallu naviguer entre les confinements, le travail, le télétravail, et donc ça a beaucoup changé nos modes de vie. Curieusement, sur le plan du professionnel et du business, curieusement, ça a eu relativement peu d'impact, dans le sens où on a un marché locatif qui reprend plutôt bien suite à la reprise économique, et que même dans Paris, on peut considérer que il y a une certaine pénurie d'offres de bureaux. Et puis sur le plan de l'investissement, Paris a toujours le vent en poupe. Que ce soit auprès des investisseurs institutionnels ou des investisseurs internationaux, Paris est le Grand Paris, et donc on est plutôt en manque de produits. On est en manque de produits de qualité, parce qu'évidemment tout ne se vaut pas. Il y a eu quand même quelques immeubles qui ont décroché, notamment en seconde couronne surtout. Mais en tout cas, on peut considérer que Paris reste attractif, et qu'au fond, le Covid a eu assez peu d'impact en fait sur l'activité d'investissement et de l'activité locative. D'accord. Oui, alors en ce qui me concerne, donc je suis ravie d'être aujourd'hui pour partager un peu mon expérience d'architecte. Je ne sais pas si ça va, on m'entend bien. Donc concrètement, si on parle de la crise, alors l'après-Covid, l'avant-Covid, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que après être passé de ce moment de sidération, de stupéfaction, force est de se constater que nous travaillons tous, investisseurs, aménageurs, architectes, ingénieurs, dans un objectif de fabriquer au mieux la ville. Et dans ce contexte-là, la ville qui sera la plus résiliente possible, ce sera la ville qui sera capable d'accuser, de rebondir face à ces différentes crises qu'on a connues jusqu'alors. Donc on parle de la crise sanitaire, la crise du Covid qui n'est pas terminée, et je pense qu'on va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Mais je fais allusion également à toutes ces crises qui nous avons traversées depuis des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale. Force est de constater que nous vivons dans une ère, nous avons mis en place un système qui s'essouffle, et que toutes ces crises que nous subissons, qu'elles soient des crises économiques, qu'elles soient des crises sociales, qu'elles soient des crises politiques ou économiques, elles ne font que se retrouver, s'additionner, se regrouper, et que nous avons un rôle essentiel, nous tous, acteurs de la fabrique de la ville, pour pouvoir créer des villes les plus résilientes possibles et finalement remplir le job, c'est-à-dire de rendre les gens les plus heureux possibles dans ces conditions assez compliquées. Oui, justement, vous parlez de rebond. Quelles sont justement les promesses que porte aujourd'hui le projet du Grand Paris, évidemment auprès des acteurs de l'immobilier, mais aussi des habitants actuels et futurs? Alors les promesses pour les architectes, elles sont énormes, et on a cette obligation, cette responsabilité de remettre un peu les choses à plat, d'essayer de corriger. J'aime bien l'idée que l'architecture s'adresse donc créer une architecture du quotidien, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tout le monde, qu'elle soit perceptible et compréhensible de la part de la société, des élus du territoire. Et pour ce faire, ces promesses, depuis longtemps, moi j'appartiens à une génération qui a toujours travaillé dans des conditions de décloisonnement, et j'aime bien l'idée qu'on va réinvestir des espaces qui existent déjà. On parle de plus en plus du déjà là, et donc ce déjà là, on va le mettre en avant, on va l'humaniser, lui donner un peu plus d'émotion. On va se réapproprier ces espaces qui ne servent à rien, ces interstices. Je fais allusion à ces centres commerciaux qui ont été construits pendant ces dernières décennies et qui ont créé des véritables balafres dans le paysage rural. Et donc, utilisons ce moment incroyable de crise pour pouvoir rebondir et réinventer, renouveler la façon dont on fabrique la ville. Et donc, réapproprier ces espaces, ces entre-deux, ce territoire qui est un petit peu délaissé et qui appartient finalement au territoire aussi du Grand Paris. Il n'y a pas que Paris, il y a aussi tout ce territoire-là dont on parle.
Oui. Peu. Monsieur Cosra, le regard de l'investisseur? Alors je crois que la finalité profonde du Grand Paris, c'est vivre ensemble, c'est le vivre ensemble. Et comment on fait de cette métropole qui doit se battre avec les grandes métropoles mondiales européennes, parce que Paris est une ville-monde, comment on doit améliorer l'aménagement et la vie des habitants de cette grande métropole, donc des Parisiens et des Franciliens, et qu'ils soient salariés ou qu'ils soient habitants. Et donc ça veut dire les nouveaux aménagements, comment faire une ville beaucoup plus durable, comment faire une ville qui est moins sujette notamment à l'enjeu du climatique. Paris étant une ville extrêmement dense et extrêmement minérale. Et là aussi, donc, il y a des enjeux absolument conséquents et que ne peut résoudre qu'une grande métropole et qui a effectivement les moyens pour pouvoir le faire. D'accord. Et donc, justement, vous parlez de la reconstruction de la ville sur la ville, en quelque sorte. Sur le plan immobilier et architectural, quelle doit être, selon vous, la feuille de route de ceux qui veulent fabriquer ce fameux Grand Paris de demain? Alors, c'est une ville qui se transforme. Paris s'est toujours transformé et renouvelé. C'est pas nouveau. Là, les sujets, c'est qu'on a effectivement un enjeu environnemental très fort. Donc, comment aménager une ville pour qu'elle puisse vivre notamment des fortes chaleurs, mais il y a également comment rendre une ville un peu plus humaine, c'est-à-dire des quartiers aussi de bureaux qui sont très déserts le soir et des villes et des cités, des quartiers beaucoup plus dortoirs. Comment améliorer également le confort de ceux qui commutent, comme on dit en anglais, notamment avec l'amélioration des communications et des transports, et puis également comment rendre une ville un peu plus mixte, c'est-à-dire comment on doit effectivement agir sur l'immeuble, qu'il soit un peu plus dans une mixité et qu'il soit plus intégré également dans son environnement global, un peu plus inclusif. D'accord. Je vous pose peut-être, Madame Cobet, la même question, mais avec un petit spin, comme on dit en anglais. Justement aussi, quelle place pour les architectes dans la construction de cette identité du Grand Paris de demain? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, je représente la profession d'architecture en tant qu'architecte et je salue le travail phénoménal que fait Christine Lecontre, qui est présidente de l'Ordre des architectes, pour pouvoir démocratiser, pour pouvoir vulgariser, pour populariser la pratique de l'architecture qui est encore une fois, malheureusement confondue avec l'architecture de diva. Nous, on agit dans l'intérêt général et j'agis dans l'intérêt général et j'aime bien cette question de responsabilité et avec évidemment les acteurs, les investisseurs, les promoteurs, on a une responsabilité de travailler ensemble. C'est une formidable occasion, cette crise, finalement, pour pouvoir rebondir et pour mettre en pratique tous ces outils qu'on a essayé de mettre en place. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Travaillons-le déjà là. Réinvestissons les espaces qui sont délaissés. Réutilisons ces parkings qui ne servent à rien pour pouvoir créer des véritables lieux de vie. Investissons les toitures terrasses, les 5e façades pour pouvoir créer des espaces de partage qui permettront de conjuguer finalement ces injonctions, je dirais, contradictoires qui sont de vivre épanoui de manière individuelle et aussi profiter de manière collaborative et collective. Et pour ce faire, l'architecte, l'homme de l'art, il a une responsabilité énorme. Je suis très fière d'avoir une agence d'architecture, je suis très fière d'avoir des équipes. Au quotidien, c'est pas facile. La crise de Covid nous a énormément affectés. La semaine passée, j'écoutais l'observatoire des métiers de l'architecture qui était organisé par le ministère de la Culture et qui faisait état de chiffres qui m'ont absolument sidérée. Il y a 3 fois moins d'architectes en France qu'en Allemagne, 2 fois moins qu'en Angleterre, 6 fois moins qu'en Italie. Or, pour rendre une ville désirable, il me semble nécessaire de travailler avec l'homme de l'art qui est l'architecte. Il a peut-être un peu un mépris du métier de l'architecture parce que peut-être que trop souvent corrélé à l'homme de la charrette, mais nous avons des convictions et nous allons, comme l'a dit mon confrère, travailler plus facilement les usages. Le bâtiment doit être corrélé à des usages et non pas à l'inverse. Voilà, donc on a vraiment un formidable terrain de jeu qui s'occupe de nous et on a des possibilités énormes avec des associations de métiers différents. On travaille avec des paysagistes, on travaille avec des géographes, on travaille avec des gens qui connaissent bien le territoire, les artisans, et on sera des façonneurs pour ramener un peu de poésie dans ce monde qui est parfois un peu difficile. C'est noté. Merci Éric Cosra, merci Maude Cobet. Merci. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À plus tard sur Simi Live by BITV.